Marc-Gabriel Draghi, bonjour. Monsieur Beslieu, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien ce matin malgré le nez qui coule. Exactement. Ben oui, je vais très bien parce que moi, j'ai été convaincu. C'est-à-dire, la France a besoin de vous. Et donc là, moi, comme je suis un homme de droite, ça a été la rhétorique de la gauche, Marc. Alors là, les droitards, vous qui parlez constamment de la nation et de la patrie, pourquoi vous n'êtes pas heureux là de pouvoir vous mobiliser sous le drapeau français? Et quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Prenez tout. Voilà. Macron, Et donc, qu'ils prennent que l'armée française. Donc, Marc, c'est pour ça que je suis aujourd'hui fier et on va parler de ce sujet-là économique. Il y a plusieurs points qu'il faut aborder, mais là, je crois, Marc, que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ces différents éléments. Commençons par le premier, le plus large, avant de se concentrer sur différents éléments. C'est le sommet, enfin le conseil exceptionnel donc à Bruxelles, les 27 qui ont donné le feu vert à ce plan de Van der Leyen, de la Commission européenne, pour pouvoir lancer le grand financement à hauteur de 800 milliards d'euros de notre magnifique armée européenne. Premier commentaire, Marc, sur cette magnifique nouvelle. alors c'est ça, c'est la grande mobilisation générale pour nous faire les poches au niveau européen. Alors déjà des sommets exceptionnels de l'Union européenne, on a l'impression qu'on en a toutes les semaines. Là, dans les dernières semaines et les derniers mois, on voit que depuis le changement de pouvoir aux États-Unis, il y a une certaine panique au sein de l'Union européenne. Et oui, alors Macron nous a fait un énième discours dont il a le secret. Il nous a épargné le "nous sommes en guerre", mais on a bien compris que son discours euh, de, de mercredi soir était un "nous sommes en guerre" implicite. Il nous a expliqué qu'en gros, il avait raison sur tout et qu'il fallait faire cette défense européenne et pour préserver la souveraineté de l'Europe. Alors, je vais quand même me permettre de vous contredire, mon cher Raphaël. Nous, patriotes français, ça nous enchante pas trop la mobilisation générale sous le drapeau de l'Union européenne. Parce qu'il faut le rappeler, le mot France est assez absent, hein. Alors évidemment, la France va être mise à contribution, notamment avec le partage ou l'élargissement de la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelle mesure concrète ça va se faire. En réalité, déjà, il n'y a pas de. Est-ce que le Parlement a donné son accord? Est-ce que le peuple français a donné son accord? Je pense que la dissuasion nucléaire, ça mériterait un débat ou au moins un référendum. Souvenons-nous que Emmanuel Macron nous avait promis il y a un an, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, une possibilité de recourir au référendum qui n'a plus été utilisé, il faut le dire, depuis 20 ans, hein. On fêtera les 20 années du dernier référendum justement sur l'Europe qui avait été refusé par le peuple français. Alors oui, l'Union européenne a validé ce fameux grand plan des 800 milliards. Alors ça fait écho au rapport Draghi, on en a beaucoup parlé, où il y avait déjà ce montant de 800 milliards. Apparemment, ils avaient déjà préparé leur coup. 800 milliards, alors c'était pour la compétitivité de l'Union européenne et pour sauver l'économie européenne de la mort, hein. Le rapport Draghi avait dit qu'il faut faire un grand plan pour sauver l'économie européenne. Et là, en fait, on le voit, on a quand même l'impression que la fameuse grande guerre, alors on a une accélération, je continue à dire du narratif, puisque nous, Français et Européens occidentaux, nous ne sommes pas en guerre, il faut quand même le rappeler, même si on envoie des armes et des financements à un régime corrompu et belliciste, nous ne sommes pas en guerre de manière concrète et réelle. Le Parlement français n'a pas validé, je sais pas, une opération spéciale ou une guerre déclarée à un ennemi ou à une menace russe. Donc là, on est quand même beaucoup dans des déclarations et dans des grandes paroles bellicistes, comme on a l'habitude depuis 2022. Mais il faut rappeler que nous ne sommes pas en guerre et que la Russie est un ennemi imaginaire. Donc, ça a été dit sur votre antenne tout au long de la semaine et ça a même été démontré au niveau opérationnel, voilà, géopolitique. La Russie n'est pas du tout l'ennemi de la France et on n'a pas besoin d'être pro-russe pour dire ça en fait. On a juste besoin d'être un Français patriote de bon sens. La Russie au niveau géopolitique n'exerce aucune menace sur les intérêts français. Ce qui ne veut pas dire que si j'étais polonais ou si j'étais roumain à la rigueur peut-être ou moldave,
peut-être que j'aurais d'autres problématiques et d'autres intérêts, puisque la Russie est un pays voisin, en tout cas plus proche que chez nous Français. Donc en fait là, il y a clairement un plan et un agenda de mettre en avant l'ennemi russe qui a déclenché l'opération spéciale ou l'invasion russe, il faut le rappeler, il y a 3 ans. Hein. Ça vient pas d'hier. En fait, là, ce qui pousse les élites euromondialistes européennes à opérer cette grande bascule, on en avait déjà parlé il y a plus d'un an sur vos plateaux, à pousser l'agenda fédéraliste et faire en sorte qu'il y ait un saut institutionnel au niveau de l'Union européenne, c'est en réalité le changement de paradigme aux États-Unis qui, quoi qu'on en dise, fait que Trump se positionne en homme de paix. Donc, il reste le grand parrain ou le grand seigneur américain a décidé de faire la paix avec Vladimir Poutine. Donc, il reste, en tout cas, le grand frère ne sera plus là, en tout cas officiellement, pour faire la guerre à la Russie. Et ça pose des problèmes d'un point de vue du narratif pour nos leaders européens, puisqu'ils se sont construits sur cette hostilité entre le monde occidental et la Russie. Alors du coup, maintenant, ce n'est plus le monde occidental, c'est l'Europe. Mais comme vous l'avez très bien dit dans la revue de presse, moi, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est de manière concrète, c'est un prétexte pour faire la poche aux Européens et construire un système politique qui nous enferme définitivement, qui détruit les nations et qui nous enferme définitivement dans un carcan financier, monétaire et politique qui dissout les peuples. Vous avez mis en parallèle, je pense que c'est une bonne problématique qu'il faut avoir à l'esprit, la problématique migratoire, qui nous enferme dans un projet de dissolution des nations et des peuples européens. Et on va y revenir, mais les 800 milliards qui sont mis en étendard comme volonté de reconstruire l'Europe puissante et l'Europe souveraine sont le point important, puisqu'en réalité, alors même s'il y a une loi de programmation militaire qui a été votée il y a quelques mois et que on risque 500 000 euros d'amende, 20 ans de prison et la réquisition de nos biens, il va y avoir aussi un problème opérationnel. Si demain Emmanuel Macron lance la mobilisation générale, il va y avoir un problème opérationnel de mobiliser certaines personnes. Alors j'ai vu que Thomas Guénolé, Raphaël Consigny étaient prêts à aller en Ukraine. C'est grand bien leur face, c'est très bien. Mais je pense qu'il y aura aussi un problème. Ils n'ont pas compris que même en tant que réserviste, quand ils vont leur demander de faire des tractions, ils vont dire mais vous n'êtes pas éligible, monsieur. Ah bon? Ah bon, mais dommage. C'est ça. Il va y avoir quand même une problématique de mobilisation générale de gens du tertiaire, de dégénérés woke et de population non, comment dire, je vais pas dire non soumise, mais qui n'ont pas un grand amour de la France ou de l'Europe sur notre sol. Donc ça va être un peu compliqué. Et je pense qu'en réalité, et c'est pour ça que le sujet de l'émission pour moi est important, ce qui est en jeu dans les mois qui viennent, c'est en réalité c'est la volonté concrète du pouvoir de réquisitionner des moyens financiers et même peut-être pourquoi pas des biens matériels, des terres, des usines. Bon, même si là on pourra reparler du problème de réindustrialisation, mais à court terme, la volonté de l'Union européenne, je l'ai dit plusieurs fois chez vous, c'est de faire l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire faire un marché des capitaux à l'échelle européenne qui permettrait, alors c'est du conditionnel évidemment, qui permettrait de lever, c'est-à-dire de lever 2000 milliards de dollars, donc de financer potentiellement des investissements, alors des investissements verts qui vont être des obus, des drones. La décarbonation, elle est toujours intéressante. Elle s'applique à la guerre. Alors, vous me direz, c'est logique en fait. Hein, quand on tue des hommes, ça fait du CO2 en moins. On utilise du CO2 pour les carboniser, mais ça, ils respireront un peu moins. Oui, ce sont des drones, mais avec du plastique recyclé. Attention. C'est ça. Et des obus, pareil, avec des métaux recyclés et des explosifs recyclés. Mais les critères ESG, bon, on voit que déjà il y a un effondrement du narratif vert. Et là, on verra que le fléchage des investissements, a priori, il y aura moins de problèmes pour construire des obus, des chars, des bombes. Moi, fondamentalement, je le dis, j'ai aucun problème à ce que la France
je parle de la France et non de l'Europe. La France se réarme et qu'elle réinvestisse notamment sur sa dissuasion nucléaire. Sortir du monde des bisounours et de dire que le monde est sans danger et qu'on doit profiter, comme l'a dit Macron, c'est fini les dividendes de la paix. Oui, mais qui a coupé dans les budgets de la défense? Le frère de Villiers, je me souviens plus de son nom, avait quitté justement l'état-major du président de la République parce qu'il avait dénoncé une coupe. Alors de mémoire, il me semble que c'était 850 millions, mais les gens pourraient Pierre de aller Villiers. vérifier. Oui, voilà, avait dénoncé une coupe drastique dans les budgets militaires à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et là, le même Emmanuel Macron nous dit qu'il faut absolument tout relancer et faire la guerre et faire de la dette. Parce que j'ai parlé de l'union des marchés de capitaux, mais il y a aussi ce qui revient sur le devant de la scène et qui est mis sur la table. On pourra en reparler aussi. C'est les fameux eurobonds. Vous avez fait la comparaison très intéressante avec le Covid, où il y avait eu une mutualisation des dettes pour sauver l'économie européenne. Ça a fondamentalement très très bien marché, en tout cas en France pour nous. Malheureusement, nous n'avons plus le magicien Bruno Le Maire pour justement sauver ou en tout cas relancer notre économie vers une économie de guerre et donc pour planifier l'armement à long terme. Ça a été dit aussi sur votre antenne pour que les gens soient conscients. Une industrie de défense et un redéploiement de nos capacités militaires sur le temps court, c'est au minimum 8 à 10 ans. Il faut le dire aux gens. On est en 2025. S'il y a des efforts qui sont faits, alors là, vous l'avez dit, on parle d'un peu moins de 10 milliards sur le budget 2025 pour regarnir notre défense. Mais il faut faire ça pendant 10 ans pour prétendre, je dis bien, c'est pas pour avoir, c'est pour prétendre à avoir une armée à peu près correcte. Alors Emmanuel Macron a dit qu'on avait la meilleure armée du monde, qu'on avait la plus technique, qu'on était extraordinaire. Bon, on peut mettre en doute les déclarations de notre chef de l'État, et en fait, on voit réellement que derrière la grande peur de la guerre, le fameux il ne faut pas avoir peur, qui est souvent répété sur votre antenne par Mike, en réalité, c'est surtout un prétexte pour vous faire les poches et pour avancer et accélérer le fameux agenda de fédéralisme européen qui est au point mort, qui est totalement au point mort depuis 2022, puisqu'en fait le narratif pro-ukrainien n'a pas pris. Alors là, ils essayent de le relancer. Je vois des faux sondages qui disent que la France, les Français sont d'accord à 70% avec Emmanuel Macron. En réalité, les gens qui sont prêts à aller se battre en Ukraine, à part les noms que j'ai cités, Guénolé et Consigny, je pense que ça ne doit pas dépasser les 3-4%. Et encore, je parle que de ceux qui déclarent vouloir faire la guerre. Après, il y aura la réalité qui sera de prendre le train et d'aller sur le front russe, qui sera encore inférieur. Donc en fait, je pense que le débat le plus important, évidemment, il y a un narratif politique, c'est celui de la confiscation de l'épargne, du fléchage des investissements. On a vu Sébastien Lecornu qui a dit en gros que des produits d'épargne comme le livret A, par exemple, pourrait être fléché et justement rémunéré par l'intermédiaire de l'industrie de défense et de l'armement. On a vu, vous avez parlé de Nicolas et de Géraldine et Gérard, où c'était fini le financement des croisières Costa et qu'a priori, ça va aller vers du financement de l'obus. On a un patron de la BPI, alors qui n'est pour moi pas légitime à faire ce genre de déclaration, qui a dit que le Doliprane de sa grand-mère c'était fini, mais qu'il fallait refinancer des élus. Alors la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Vous avez des gens qui se permettent des déclarations bellicistes. Je vois aussi Pascal Clark, vous savez, une animatrice de Canal+, qui faisait en aparté le gauchisme par excellence, qui se permettent de dire oui, les patriotes, vous qui aimez votre patrie, il va falloir aller à la guerre. En fait, vous voyez, moi je suis célinien, je suis le plus pacifiste des droitards ou des anarchistes de droite. Après, est-ce que Céline était vraiment de droite? Mais je suis un célinien et je sais que le bien le plus précieux, c'est la paix et que la guerre, elle est faite au profit du grand capital nomade et apatride
Madrid et au profit des industriels. Et donc, il n'y a pas un grand intérêt pour les peuples européens à aller se battre contre nos frères russes à qui on devrait tendre la main et de dire, les gars, on arrête les bêtises, on a un destin commun, nos ennemis, quand je dis nos ennemis, nos adversaires politiques, ce sont les États-Unis et la Chine de l'autre côté. Non, j'oublie pas justement les dégâts qu'ont fait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la tentative d'amener les Européens à un sentiment comme un sentiment de survie. Mobilisez-vous, la Russie nous menace. Alors dans les faits, c'est faux. Et en plus, je crois que malheureusement, nos ancêtres ont assez payé de leur vie et de leur sang pour arrêter les bêtises. Je rappelle quand même que quand on parle de certaines populations qui se sont fait détruire et à juste titre, les Européens au XXe siècle ont été véritablement détruits à l'échelle industrielle. Et les deux guerres mondiales ont été essentiellement faites sur le sol européen. Donc j'ai bien peur que Macron, avec ses postures à la Churchill, nous amène encore une fois à une guerre mondiale qui fait avancer des agendas, mais qui ne sont pas dans l'intérêt des Européens, on pourrait y revenir après. Et les deux guerres mondiales avaient, alors c'est ce que j'écris dans mes livres, notamment dans le premier, les deux guerres mondiales avaient surtout et aussi des conséquences monétaires et financières. Là, en réalité, nous sommes dans une phase, dans la phase terminale de la crise du capitalisme de 2008, où à force de mettre la poussière sous le tapis, ils ne savent plus quoi faire pour résoudre le problème de la dette. Alors, faire de la dette toujours plus, 800 milliards, mais cette fois pour la défense. Et n'oublions pas ce que disait Ezra Pound, la guerre, c'est la phase ultime de la crise financière qui détruit les hommes et détruit les corps. Voilà. Donc je pense que là, on est réellement dans le thème et on va y revenir, mais il y a des solutions à mettre en œuvre pour essayer de se protéger et en tout cas lutter politiquement contre cette volonté belliciste de nos dirigeants européens et du next leader of Europe qui est Emmanuel Macron. Absolument, Marc. Je vais juste, parce que je vois que des gens ont demandé de voir de qui on parlait quand on citait Consigny. Alors c'est vrai que quand je parlais de l'imbécile du jour, bon, Copé, je m'étais dit que c'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'avais oublié l'intonation et la tête de Consigny. Ça va durer 10 secondes. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'afficher, les amis. Ça va être très rapide. Voilà, ne vous inquiétez pas, bien se passer. Je vous le montre et après je relance Marc sur un autre point. C'est parti. Attention. Nous avons ici Charles Consigny qui. Non, j'adore les gens qui veulent faire la guerre mais qui n'iront jamais sur un tranché. Mais moi, pourquoi j'irai pas? Moi, si le président me le demande, j'irai. Je m'en fous complètement. J'adore les gens qui veulent faire la guerre mais qui n'iront. Voilà, c'est cette personne-là que vous avez vue ici. Si vous ne le connaissez pas, Charles Consigny, vous allez voir cet homme qui a 1,5 de tension. On se demande si on a envie de l'avoir à côté de nous, pas sur le front. Moi, j'ai pas envie d'y être. Donc, Marc, on a aussi un autre élément derrière, en fait, tous ces propos qui nous montrent les différents types de mobilisation financière, que ce soit dans l'épargne des Français, mais des Européens de manière plus générale. On a aussi un autre sujet important qui sera un grand marqueur, je pense, c'est-à-dire de fin ou non des relations avec la Russie sur un plan diplomatique et surtout économique. C'est la question des avoirs gelés russes. Nous avons des avoirs qui ont été saisis, je vous le rappelle, et nous récupérons, nous, gentils Européens du camp du bien. Parce qu'attention, la Gay Pride, ça se finance pas comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire, on récupère les intérêts de ces avoirs gelés. Mais là, la question vient maintenant, étant donné qu'on a nous avons de grands projets pour vous, les amis. Étant donné qu'il faut financer massivement cette armée européenne, la question vient maintenant de pouvoir récupérer directement ces avoirs gelés russes. Et c'est la société Euroclear qui s'occupe de ces avoirs et qui tire la sonnette d'alarme et leur inquiétude, parce que même si c'est une société qui est censée s'occuper de ces avoirs, ils se considèrent comme plutôt en danger. Alors Marc, quelles peuvent être, on va dire, les actions à venir? Est-ce que ces avoirs gelés russes peuvent être véritablement et intégralement saisis par l'Europe? Et surtout, si l'Europe faisait une telle action, qu'est-ce que ça pourrait annoncer comme futur pour les relations entre l'Europe et la Russie? Alors, ça va au-delà des relations entre l'Europe et la Russie, mon cher Raphaël. C'est en fait un enjeu mondial. C'est-à-dire, en fait, si demain, au niveau du droit, si demain l'Union européenne se permet de faire des choses, notamment la censure de RT, qui n'a aucune base légale. C'est-à-dire, c'est Ursula von der Leyen qui dit on ferme RT au niveau européen. Mais vous êtes qui, madame? De quel droit vous avez un droit de censure à l'intérieur des États européens? Donc là, si
demain l'Union européenne saisit les avoirs russes qui sont, vous me dites si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est à 220 milliards. Donc vous voyez, il y aurait une partie des 800 milliards, il y aura un quart des 800 milliards qui serait trouvé avec la confiscation des avoirs russes qui sont hérités de la banque centrale russe et de certaines banques commerciales, il me semble, certains investissements et des réquisitions qui sont faites notamment de certains responsables gouvernementaux russes. Si demain l'Union européenne procède. Alors, au départ, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Zelensky qui disait non, mais saisissez, puis donnez-moi les 220 milliards. Puis l'Union européenne a dit non, calme-toi, Volodymyr. Déjà, si on les réquisitionne, on va pas te les transférer. Mais ça, d'un point de vue juridique, si demain l'Union européenne procède à cette réquisition, partielle ou totale, c'est la fin de la liberté financière et en réalité du droit de propriété en Europe. C'est-à-dire c'est terminé. Et ça dépasse le cadre des relations européano-russes. L'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman a dit, si vous faites ça, vous êtes mort. C'est-à-dire plus personne ne viendra investir chez vous. Benjamin Haddad, qui est un ministre pour le moins belliciste et qui est piloté, qui a été formé dans les meilleures officines nord-atlantiques, a dit attention, si on fait ça, d'un côté on veut faire l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire être moins dépendant en gros de la part de Wall Street pour que de grandes entreprises se financent beaucoup sur les places financières anglo-saxonnes, que ce soit la City ou Wall Street. Ils veulent faire une union des marchés de capitaux pour renforcer les places européennes, en gros, et faire en sorte que y ait une possibilité de lever, de faire des investissements plus importants en Europe. Si dans le même temps, il y a une confiscation des avoirs russes, c'est en gros un message envoyé aux investisseurs internationaux à dire investissez en Europe et prenez le risque que demain on se fâche avec vous sur des motifs qui sont dérisoires, qui sont réellement dérisoires, et on vous confisquera vos milliards. Donc, si demain ça arrive, c'est la fin de la liberté financière en Europe, ce qui n'est pas impossible. Je me souviens avoir fait une émission avec Franck en 2020-2021 sur cette même chaîne où on expliquait que justement le Covid et la mutualisation des dettes avec les eurobonds, c'était une volonté aussi des Européens de mutualiser la dette et de construire un carcan financier pour contrôler les flux d'investissement qui étaient en Europe. Donc, c'est une vieille problématique, ou pas si vieille que ça, mais c'est une problématique qui existe. Si demain, et vous avez raison d'en parler parce que tout le monde en parle, mais si demain l'Union européenne fait ça, votre compte en banque est mort. Ils feront n'importe quoi. Votre épargne sera réquisitionnée. Vous aurez des fléchages imposés. Vous avez parlé des critères ESG qui sont des modes de sanction pour certains investissements. Mais si demain l'Union européenne fait ça, elle pourra vous dire non, mais attendez, vous avez investi dans l'or. Oui, mais l'or, elle est extraite où? À quelle pièce vous avez acheté? C'est la fin de la liberté financière en Europe. C'est pour ça que vous, Géopolitique Profonde, vous proposez depuis plusieurs années des politiques de débancarisation ou de décentralisation, même si moi, vous le savez très bien, je suis plus sur la débancarisation qui est de fait une décentralisation. Mais c'est important de le concevoir puisque si demain il y a, on pourrait se dire ouais, les Russes, on s'en fout, les oligarques, ils avaient plein de pognon. Si demain l'Union européenne fait ça, en réalité, c'est la fin de la propriété privée financière en Europe. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.